Ok, donc, bonjour Abraham. Nous allons commencer par le tour de table. Je ne sais pas si tu peux déjà te présenter et après on fera le tour de table. Nous t'écoutons. Ah, je vous entends très mal. Vraiment, je vous entends pas bien. Hein? Là maintenant, tu nous écoutes bien. Bien. Tu nous écoutes maintenant bien? Aïe. Attends, il faut que je coupe le son. Pas vraiment. Le son est très bas. Essaie de régler le son à ton niveau. Ok. Donc, je proposais que tu te présentes et les autres vont se présenter dans la salle. Pardon? Présente-toi et les autres vont se présenter. D'accord. Ok. Moi, c'est Abraham Eric Njoya. Je suis consultant en stratégie et management. On accompagne les jeunes à pouvoir mieux gérer leurs projets, à développer des stratégies pour réussir leur développement. Donc, je suis le fondateur du cabinet Afrique Externalist. Nous sommes en même temps un laboratoire d'innovation, c'est-à-dire si on veut développer de nouvelles idées, on peut vous accompagner pour le faire de façon rapide, moins risquée et la plus intelligente possible. D'accord, donc les différentes activités que nous menons, on a la formation, l'innovation, le conseil et le bootstrapping que nous allons essayer de débaucher aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est de pouvoir réaliser en 12 semaines ce que vous aurez pu faire en 36 mois. Donc, c'est d'aller vite, sûr et rapide. C'est à peu près ce que nous faisons à Afrique Externalist. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là pour donner la possibilité aux autres de se présenter. Merci. Allô? Oui, merci, nous t'avons bien écouté. D'accord. Donc, on va donc faire le tour de la salle et les autres vont aussi se présenter. Donc, je commence par Janvier. Janvier, lève-toi. Tu te mets là comme on lance la caméra. Mets-toi derrière le thème qui peut te présenter. Ok, bonjour. Moi, c'est Janvier. Dans le cadre de ce programme d'incubation, je suis porteur du projet de l'ouverture d'une usine qui va faire dans la production et la commercialisation des carpes et des tilapias en production intensive. Merci. Tu as écouté Janvier? Ah, je vous assure que j'ai du mal à vous suivre. Hein. J'ai déjà essayé, je n'arrive pas. Bon.
Attends, ce n'est pas en train de jouer la dernière fois. Attends, ne quitte pas. Hein. Attends, est-ce que vous l'écoutez? Bon, on avance comme ça, mais lui ne nous écoute pas pour le moment. Le micro, c'est ça qui est loin. Oui, le micro qui est loin. Mais, ok, présente-toi, on va voir. Vas-y, présente-toi à haute voix. C'est lui qui parlera plus. Vas-y, présente-toi. C'est le pitch ascenseur que vous faites. Bonjour, je suis Kéka Baba Simon, chef du projet Transfocam. Transfocam fait dans la transformation agroalimentaire, spécialement dans la région de la Damawa. Tu l'as suivi? Le son est très bas. Ok, attends, on va régler. Passons au suivant. Allons-y. Bonjour. Promotrice de Ville-Industrie qui consiste à la fabrication. Quand toi tu parles, je t'entends très bien. Voici tout le secrétariat qui a dans mon moulin. On voit l'administration MRS. Créé en mai 2020, le secrétariat compte 3 emplois parmi lesquels nombre de services bureautiques tels que les photocopies, saisies, impression, classification et vente des accessoires bureautiques. Ok, suivant. Parlez à haute voix. Le micro est pas ici. Bonjour, moi je me nomme Mohamed Ali, promoteur du projet mondial informatique, qui consiste à faire la maintenance système informatique et aussi le secrétariat bureautique. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Conmolé Lamoignosang, promoteur de clics préfabriqués qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de construction faits à base du sable, ciment, gravier. Et notre siège social, c'est en Cameroun 3e. Merci. Là, tu as bien écouté? Ton micro est coupé. Est-ce que tu as bien écouté? Ton micro est coupé. Bon, ok, on avance. Alors, ne vous arrêtez pas. Bonjour. Mon projet, c'est la mise sur pied d'une entreprise de production et transformation de manioc en produits dérivés, siège Baturi. Bonjour à tous, mon nom est Roberto Moua-Peter. Je suis le porteur du projet Oasi Mining, qui est une application de recouvrement fiscal, d'achat des pierres précieuses, semi-précieuses, des métaux précieux en ligne et de la gestion de l'après-mine. Je participe au programme d'incubation ici au niveau du GS et mon application va permettre de mettre en relation les clients et les vendeurs sur une plateforme certifiée et de faciliter la fiscalité minière en ligne. Ok, on voit pour les autres. Allons-y, Manu. Bonjour, moi c'est Manu Moussa, promoteur du projet Sérigraphie Petit P. Je suis le du projet d'extension des numériques et Sénégal. On ne t'écoute pas. Le CGM aussi, zéro sans Ok, suivant. Bonjour. Moi, c'est une culture humaine. Le projet porte sur la production de la farine entière à base de produits. Merci. Bonjour,
Moi, c'est Ebenezer Santos de la nationalité centrafricaine, le projet Abertoir Cameroun. Je suis le fondateur d'une fondation Pilar de l'environnement. Mon projet fait donc le recyclage des fumées usées, la protection de l'environnement. Bonjour, moi je me nomme Adama Simon, réfugié centrafricain de Mandjou. Je suis le porteur du projet production intégrée de poulet de chair avec un champ de maïs. Je suis dans la culture de maïs depuis 2017. Bonjour à tout le monde. C'est mon nom. Je suis camerounaise, la porteuse du projet création d'une unité de transformation et de commercialisation du cacao et ses produits dérivés. Nous transformons justement le cacao en poudre de cacao, beurre de cacao, savon de cacao, produits à base de cacao. Merci. Bonjour, je m'appelle Soubanga Dini. Je suis le promoteur d'une unité de transformation de manioc en farine fermentée. Nous sommes basés dans la région de l'Est, précisément dans l'arrondissement de Mandjou. Nous faisons dans la production à grande échelle, c'est-à-dire dans le futur, la production à grande échelle et la transformation à grande échelle de farine de manioc. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Simchisi Espoir, présidente du réseau africain pour la paix, l'éducation, l'égalité et la santé. Mon projet porte sur Acts for Girls and Women's Realities, un projet qui vise à réduire les violences basées sur le genre, spécialement les violences sexuelles. Merci. Bonjour, moi c'est Fontango Kassalin, promoteur de la start-up Racotec. Nous faisons dans le recyclage des déchets plastiques en vue de fabriquer des matériaux de construction. Nous sommes basés en Gambie. Comme tu peux te présenter en anglais aussi. Comme coach permanent en fait. Bonjour, Abraham. Oui, Landry Loko, le coordinateur du programme. Merci déjà et enchanté d'être venu dans le cadre de ce projet. Merci Abraham. Ok, bonjour, je suis Roland Foucault, mentor dans ce programme, consultant de GRS et accompagnateur des incubés. Bonjour, je suis Stéphane, consultante MDB. Ok, donc, Abraham, voilà, on a fait le tour de table. Je pense qu'on va te laisser la parole. Nous t'écoutons très bien. Désolé si tu ne l'as pas bien écouté. Donc, nous te donnons la parole pour 1 heure à 1h30. Donc, sens-toi à l'aise, on t'écoute. OK, merci bien. J'ai quand même pu écouter quelques-uns avec de nombreux projets et je tiens maintenant à remercier vraiment l'organisation pour ma présence et pour cette initiative aussi. Ça permettra de partager ce que nous connaissons, ce que nous avons pu emmagasiner dans notre écosystème et de partager avec vous pour votre succès futur. D'accord. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est très peu connu. Généralement, on dit, peut-être dans la Bible, l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est le chemin qui mène au succès, à la vie. Donc, c'est généralement ce concept qu'on essaye un peu de comparer en entrepreneuriat, où généralement, il faut choisir, lorsqu'on lance son idée, sur la façon de pouvoir financer. Donc, ici, nous allons pouvoir explorer cet aspect-là
Et généralement, ce sera plus bénéfique pour ceux qui lancent un projet qui n'est pas social. C'est-à-dire pour ceux qui lancent des projets à but lucratif. Donc, il faut le préciser. Donc, je ne sais pas si je me suis trompé, mais j'ai entendu certains parler d'un projet qui allait un peu dans la promotion, je pense, de l'égalité. Bon, je ne sais pas, mais c'est quand même important de savoir, d'avoir des connaissances sur la façon de conduire une idée. Et bon, certes, le modèle de revenu, ça pourra poser problème, mais c'est déjà un préalable. D'accord. OK. Donc, généralement, ce qu'on voit lorsqu'on lance une idée, c'est qu'on a une vision. On veut atteindre un objectif. Il y a tellement de choses à affronter, les difficultés à rencontrer. C'est parfois peut-être la concurrence, c'est parfois la motivation qui pèse, c'est parfois peut-être les sources de revenus. On n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts et autres. Donc, voilà généralement le contexte où l'entrepreneur se retrouve au départ de son idée. Ce qu'on dit généralement, c'est que, OK, lorsqu'on entreprend, vous avez une très grande idée. OK, il suffit de la trouver, l'idée à $1 million. Vous élaborez un business plan, vous levez les fonds et vous devenez riche. En fait, voilà, c'est parfois ce qu'on a l'habitude peut-être d'enseigner dans les écoles, peut-être dans certains livres, ou bien peut-être dans les médias lorsqu'on essaie un peu de rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs à succès. Voilà un peu la perception qu'on essaie de nous vendre. Mais est-ce que c'est toujours ça? Il faut vraiment se plonger dans la pratique pour essayer de comprendre le véritable parcours d'un entrepreneur. Certes, ça peut être flippant, mais c'est mieux de le savoir pour ne pas perdre de vue la réalité du terrain. Parce que à la fin, certains peuvent être frustrés et abandonner leur idée qui était pourtant une meilleure idée parce que vraiment le canevas qu'on a décrit au départ, peut-être dans les médias, sur les réseaux sociaux et autres, ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre. Donc, il faut déjà un peu changer d'image de ce qu'on voit de l'entrepreneuriat. OK. Voici un certain nombre d'auteurs ou bien d'entrepreneurs que vous connaissez sûrement. Abraham. Que vous avez déjà eu à côtoyer peut-être dans votre vie, peut-être, je ne sais pas, dans les médias et autres. Peut-être vous utilisez certains de leurs produits, ainsi de suite. Ce qu'on peut retenir de ces grands entrepreneurs que nous avons peut-être parfois l'envie de suivre, c'est qu'au départ de leur idée, ils ont eu à utiliser le bootstrap. Voilà ce que ces entrepreneurs ont en commun. Si je prends par exemple l'exemple de Bill Gates, au départ de son idée, c'était un informaticien. Il avait à peu près 20 ans quand il travaillait, quand il fréquentait, et il consacrait la plupart de son temps dans le développement de ses programmes. Voilà que IBM, que vous connaissez sûrement, développait des ordinateurs, mais n'avait pas encore trouvé un programme pour faire fonctionner cela. Généralement, si vous voyez peu dans l'histoire, IBM a fait son premier ordinateur et avait proposé à la NASA
juste pour essayer d'accélérer le calcul des trajectoires des fusées qui se lançaient dans la conquête spatiale. Donc, voilà que Bill Gates arrive et dit à IBM, OK, moi, je peux vous faire fonctionner cet ordinateur. On a dit, mais tiens, comment est-ce que tu... Il dit, j'ai un programme. Et à la base, il n'avait pas vraiment ce programme. C'est quelque part, il va voir une petite entreprise qui développait, je crois, vous avez connu ça, le MS-DOS. Oui, les informaticiens sûrement auront une meilleure idée que moi. C'est ce programme qui va prendre pour revendre à IBM. Mais en fait, son idée, ce n'était pas que ce programme était définitif. C'était juste ce prototype de programme qu'il voulait faire voir à IBM. Son modèle, c'était qu'en travaillant avec IBM à la base de ce programme, il pouvait développer quelque chose de grand. Voilà que bien après, il va développer cette suite de logiciels que vous voyez, Office, tout ce que vous voyez, le package qui permet aux ordinateurs aujourd'hui de fonctionner. Donc, voilà, à la base, il n'avait pas levé des fonds pour lancer tout d'un coup Microsoft. Steve Jobs, vous allez le voir aussi avec Apple. C'est toujours en cette période où les ordinateurs essayaient de gagner le monde. Il y avait en face de lui peut-être IBM qui est déjà bien assis. Lui, il pensait que les ordinateurs un peu miniaturisés étaient l'avenir. C'est où il va voir maintenant des chaînes de magasins pour leur dire, OK, tenez, je peux vous vendre, est-ce que vous serez intéressé à vendre mes ordinateurs? On lui dit, OK, tiens, nous ne voulons pas d'une personne qui va venir avec un ou deux ordinateurs, nous dit, OK, il faut les vendre. Nous, on veut une personne qui peut nous mettre des centaines, voire des milliers d'ordinateurs à vendre. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il s'en va maintenant voir ses fournisseurs pour leur dire, oh, tenez, tel magasin a une commande. J'ai une commande, tel magasin veut distribuer des ordinateurs. OK, si vous me fournissez des composants, je pourrais honorer cette commande-là et puis vous payer bien après. OK, ses fournisseurs étaient d'accord, il a eu les composants, il est revenu, il a monté les ordinateurs, il a vendu à ses magasins, les magasins ont payé, il est revenu payer ses fournisseurs. Il n'a pas levé de fonds. C'est le même processus avec Hewlett Packard, HP, où lorsqu'il sort des imprimantes, les entreprises ne voulaient pas. On se demandait ce qu'une imprimante pouvait bien faire. Est-ce qu'on avait besoin de photocopier des papiers, ainsi de suite. Il leur dit, OK, tenez, je ne vous demande pas de payer, d'acheter l'ordinateur, cette imprimante. Je le place juste là. Si par jour, vous faites moins de 200 copies, ne me payez pas. Mais si vous faites plus de 200 copies, je vais vous facturer mes services. Il a fait ça avec des entreprises. Les entreprises se sont rendues compte qu'ils avaient besoin de photocopier des choses, des documents, des copies des documents, ainsi de suite, si bien que même sur les 200 copies qui tablaient au départ, on se retrouvait à près de 500 à 1000 copies à faire par jour. Voilà que ces entreprises disent, OK, c'est un instrument très important et autres, combien ça coûte? Nous allons te donner l'argent pour que tu nous fabriques cette autre machine-là. Donc, voilà, si on se met à citer autant d'exemples, vous allez voir qu'on va passer toute une journée à le faire. Mais ici, c'est pour montrer que lorsque vous lancez votre entreprise, vous avez deux possibilités. Soit lever des fonds, soit procéder au bootstrapping. Il y a ces deux alternatives-là. Donc, et maintenant,
Qu'est-ce qu'on entend justement par bootstrapping? Dans la définition pure et simple, c'est que on démarre avec ses propres ressources, sans faire appel à des financements externes. Donc, dans ce qu'on entend par propres ressources, on a peut-être votre économie, on a peut-être de l'argent qu'on a généralement, qu'on appelle love money, des proches et autres peuvent vous soutenir avec quelques sous pour démarrer votre projet, mais on a surtout les revenus des clients, les revenus de vos clients. Donc, voilà que le bootstrapping va principalement se focaliser sur le démarrage d'une activité avec le financement des clients. Pourquoi est-il donc intéressant de regarder ce côté-là, cette alternative qu'offre le bootstrapping? Justement, c'est que, premièrement, lorsque vous avez une idée, vous démarrez une idée, même si vous mettez en place un business plan et vous apprêtez à lever des fonds, il s'écoule un temps entre votre business plan et les premiers fonds. Même si vous demandez peut-être de l'argent à une banque, ça ne peut pas se faire en 1 ou 2 journées. Il va se passer un temps. Même si vous connaissez autant de mécanismes qu'il faut, mais ce n'est pas du tout facile. Alors, la principale question est comment survivre pendant cette période-là. Deuxièmement, nous sommes tous jeunes, on commence une entreprise et généralement, on doit se battre entre survivre, nourrir sa famille et puis financer son entreprise. Est-ce qu'un dirigeant qui a faim généralement, c'est une question très épineuse que rencontre l'entrepreneur. Aussi, que ce soit les banques ou les investisseurs, il y a toujours ce doute-là. Est-ce que cette idée va marcher? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Comment alors rassurer les investisseurs et les banques alors que vous n'avez qu'une simple idée et peut-être un business plan? Quatrièmement, c'est que si vous regardez Coca-Cola, Microsoft, Apple, HP, vous voyez que ces entreprises ont de réelles performances. Et tout le temps, lorsque on essaie un peu d'entrer dans les statistiques de la Silicon Valley aux États-Unis et les entreprises qui ont démarré en utilisant le bootstrapping, on se rend compte que ces derniers sont plus performantes que ceux qui ont réellement levé des fonds. Donc, la clé de leur succès, c'est que elles ont acquis des clients et des commandes répétitives avant de solliciter les fonds externes. C'est-à-dire, lorsque vous allez même dans les banques, la clé, c'est que est-ce que vous avez un marché? Est-ce que vous avez des clients? Donc, ces éléments permettent un peu d'apporter ce qu'on appelle traction en anglais pour montrer que l'entreprise a déjà quelque chose. L'idée n'est pas seulement à sa phase initiale, il y a déjà la preuve du concept. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, la difficulté, c'est de pouvoir survivre avant la levée des fonds.
Parce que il y a ce qu'on appelle votre personal cash burn qui doit, lorsqu'on essaie un peu de calculer le temps de suivi, peut-être de la jeune entreprise ou de votre idée, ça dépend d'abord les revenus ici, parfois, certains lancent leur entreprise en travaillant, ce qui n'est pas mal. Vous avez des revenus que vous pouvez avoir pour survivre. Et peut-être même certains ont eu, ceux qui ne l'ont pas fait ont des économies qu'ils ont un peu gardées dans les banques. Votre personal cash burn. Imaginez par exemple que vous êtes un entrepreneur et que par mois, vous avez votre loyer à payer, vous devez manger et pire encore, vous avez déjà une famille. Toutes ces dépenses-là doivent être assurées. Parce que vous n'allez pas délaisser votre famille, vous n'allez pas vous faire mettre à la porte par votre bailleur, ainsi de suite. Il y a tellement, et aussi nous sommes en Afrique, il y a aussi des cousins qui arrivent, ainsi de suite. Il y a les deuils passifs, il faut apporter ses contributions et autres. Tout cela, ce que nous appelons le personal cash flow, il faut le financer lorsque vous êtes entrepreneur. Deuxièmement, il y a le venture cash flow. C'est l'ensemble des dépenses liées à votre startup. Peut-être vous êtes en train de développer un prototype, il faut financer cela. Vous êtes en train de... Peut-être, il y a des recherches que vous devez mener sur le terrain, il faut financer cela. La connexion Internet, peut-être, il faut financer cela. Tout cela, ce sont des dépenses liées au fonctionnement de votre startup. Certains, peut-être, ont déjà des employés. Il faut financer cela. Maintenant, avec quoi il faut financer? Vos fonds propres, ce qu'on appelait peut-être vos économies personnelles, l'off money et les revenus personnels. Mais vous allez constater que à un certain moment, ces revenus s'épuisent. Et puis, même si vous travaillez et que vous avez des revenus, peut-être à un certain moment, le patron va se rendre compte que vous ne vous dévouez plus à 100% à son travail, vous faites autre chose. Et il peut arriver qu'il décide donc de vous laisser tomber et puis de vous remplacer par une autre personne. Donc, ça, vos fonds propres ont vraiment une durée limitée. Mais la ressource qui est là, qui est permanente, qui est sans contrainte, ce sont les revenus des clients. C'est pourquoi, fondamentalement, il était important que les entrepreneurs comprennent que les clients sont la meilleure source de financement pour la suivi de leur entreprise. Parce que sans clients, vous n'avez pas d'entreprise. Maintenant, essayons un peu de voir ce qui se passe aussi lorsque les startups décident de se lancer dans la levée de fonds. La première chose à savoir, c'est que la startup n'est pas une petite version de la grande entreprise. Lorsqu'on se lève avec une idée et on fait directement un business plan, on court
généralement à la peine parce qu'on ne peut pas faire un business plan sur ce qu'on ne connaît pas. La grande entreprise, lorsqu'elle décide de faire, de lancer un produit ou bien un nouveau service, a des clients connus, a un modèle économique connu et opère dans un marché connu. Donc, comme si au départ, elle connaissait déjà ses clients, elle connaissait déjà son modèle économique et elle connaissait déjà son marché. Donc, c'est généralement l'erreur qu'on commet souvent lorsqu'on lance son entreprise. Et l'échec de la levée des fonds. Parce que l'investisseur va vous dire carrément absence marché, besoin marché, parce que vous ne trouve. Où est-ce qu'il achète? Vous voyez? Donc, on ne peut pas se lever et dire que telle personne va acheter, il faut prévoir 100 000 ventes, et ainsi de suite. Commencer à faire des plans sur ce qui n'a jamais été expérimenté. Voilà pourquoi votre business plan ne suivra pas au premier contact avec votre client. Il faut au moins un second, voire un troisième contact avec le client pour que votre business plan soit vraiment ancré dans la réalité. Troisièmement, c'est que lorsque vous lancez, généralement, je prends, lorsque vous êtes une start-up, votre objectif, c'est de rechercher un modèle économique. L'objectif de l'investisseur, c'est de faire des profits. Vous voyez que les deux, vous n'êtes pas dans la même logique. Parce que 2 mois, 3 mois ou 6 mois après, l'investisseur commencera à vous demander les bénéfices. Où sont les bénéfices que vous avez promis? J'ai besoin des dividendes, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, parce que dans son objectif, c'était de rentabiliser son investissement. Or, vous, dans cette première phase, vous recherchez comment faire fonctionner votre business. Donc, il est souvent très dangereux de lever des fonds lorsque vous n'avez pas un modèle économique. À moins de rechercher des investisseurs ou bien peut-être le capital risque qui répondent vraiment à cet objectif de rechercher un modèle économique. Donc, avec ces 3 éléments, on est resté persuadé que l'idée fondamentale de départ était de générer au moins des petits revenus avec les clients avant de pouvoir passer à une étape supérieure, avant de pouvoir lever des fonds. Du bootstrapping. Il faut donc lancer votre entreprise avec l'objectif est d'acquérir des clients et des commandes répétitives avant de se lancer dans la levée de fonds.
Voilà un peu les phases ou bien les 4 phases. Et derrière, on ne voit aucun client qui passe une commande. Ça, ce n'est pas une validation de l'idée. L'idée se valide avec des clients payants. La troisième phase maintenant, c'est comment optimiser cela. C'est maintenant à cette phase que vous pouvez imaginer peut-être aller vers l'extérieur, dire, OK, je vais améliorer ceci, je vais améliorer ceci, peut-être j'ai besoin des ressources externes, ou bien du moins, peut-être après la validation, vous n'êtes qu'à au produit minimal viable, c'est-à-dire vous n'avez pas fini toutes les fonctionnalités de votre produit et puis il faut essayer d'optimiser, avoir une version finale de votre produit pour pouvoir vous lancer dans, comme on dit souvent, accélérer votre start-up. Donc, c'est pourquoi on dit comment est-ce que vous pouvez alors vendre des milliers et des millions de recettes. Donc, la première étape clé, ou bien la phase première dans le bootstrapping, c'est de trouver un problème client qui vaut vraiment la peine d'être résolu. Et il ne s'agit pas peut-être de rester derrière son bureau, d'être à la maison et dire, OK, je pense que là-bas à Akwa ou bien à Douala, il y a un certain nombre de personnes qui veulent, je ne sais pas, mon jus naturel. Non, c'est 100% camerounais. C'est un jus naturel, sans additifs chimiques, tout ça, on va aimer. Ça, c'est dans votre tête. Il faut aller sur le terrain, appréhender les réelles souffrances de vos clients et puis pourquoi ils n'achètent pas les jus naturels sur le marché que les concurrents les proposent. Donc, la deuxième idée dans cette phase de compréhension du problème du client, c'est que lorsque vous avez peut-être une idée, un prototype même de solution ou quoi que ce soit, n'allez pas vers vos clients, même si ce sont des personnes qui ont de l'argent prêt déjà à acheter pour essayer de vendre. Le premier contact avec le client n'est pas la vente. C'est d'essayer de comprendre comment il se comporte face à ce produit. Qu'est-ce qu'il en pense réellement? Par exemple, tenez 3 banques. Je vais prendre la banque B et la banque C. Dans les 3 banques, on a un problème. L'encaissement des chèques le vendredi. Les 3 chefs d'agence ont de longues files d'attente devant les caisses parce que les clients veulent encaisser leur chèque le vendredi et aller en week-end. Dans la banque A, le chef d'agence est content, il y a de l'affluence dans son agence, il est content, voilà, la banque fonctionne bien, c'est un indicateur et il ne fait rien. Dans la banque B, le chef d'agence est bien content, il y a affluence, mais il y a problème parce que les clients ressentent un peu la fatigue dans la file d'attente. Ce qu'il fait,
c'est qu'il essaie d'aménager un point d'eau pour que les clients, lorsqu'ils sont un peu fatigués, puissent avoir de l'eau pour se rafraîchir, ainsi de suite. De temps en temps, il passe les saluer, il essaie d'être un peu plus aimable pour un peu réduire le stress que ça crée déjà. Dans la banque C, le chef d'agence a déjà essayé de mettre en place un logiciel qui permettrait de traiter rapidement les chèques. Il a même, chaque année, il consacre un budget pour trouver une solution plus rapide au traitement des chèques. Pour lui, il n'aimerait pas que les clients passent plus de 5 minutes devant les guichets. Dans ces 3 banques A, B, C, vous constatez qu'au départ, il y a le même problème. Si vous êtes, par exemple, un éditeur de logiciels, il y a une opportunité, mais dans ces 3 banques, le problème, en fait, l'acuité du problème n'est pas le même. Si vous avez à vendre votre logiciel, le plus important, c'est vous focaliser sur le chef d'agence de la banque C. Parce que dans la banque A, vous aurez du mal, dans la banque B, vous aurez du mal, parce que les deux n'ont pas la même appréciation du problème. Donc, c'est pourquoi il faut se demander si le problème que vous essayez de résoudre, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que c'est un problème pour votre client? Donc, allez simplement peut-être avec votre logiciel développé et dire au chef d'agence de la banque A que nous avons un logiciel qui peut faciliter le traitement des chèques et autres. Lui, il va vous voir comme peut-être, je ne sais pas, un tombé du ciel parce qu'il ne voit pas cette file d'attente, le traitement des chèques comme un problème. Donc, c'est pourquoi le premier contact avec le client n'est pas pour vendre. C'est d'essayer de comprendre ce qu'il fait du problème. Troisièmement, c'est que vous allez constater que même lorsque vous rencontrez un client qui a conscience du problème et autres, il a une certaine allégeance à la solution actuelle. Je vais vous faire quelque chose, peut-être c'est une anecdote de ma part et autres. Vous vous souvenez, j'habite Bonabéry et chaque fois il fallait aller à Akwa ou bien traverser, aller de l'autre côté du Vouri chaque matin. À l'époque, c'était encore le premier pont, on n'avait pas encore ce second pont. La moto était le seul moyen assez rapide, en fait, sauf si tu marches à pied. Si tu empruntais un taxi ou une voiture, tu allais passer de longues heures d'attente dans l'embouteillage et autres. Or, la moto pouvait faufiler et puis arriver directement de l'autre côté. Mais curieusement, lorsque le second pont a été fonctionnel, on avait perdu à l'idée que les taxis allaient plus vite et que c'était aussi sécurisant. Mais on continuait à prendre les motos parce qu'on se disait que c'était toujours rapide et autres. Or, les taxis allaient plus vite et on était plus en sécurité. Donc, ça veut dire que parfois, même inconsciemment, le client est lié à ça. Il y a une certaine allégeance à la situation actuelle ou bien à la solution actuelle. L'idée n'est pas de venir directement proposer votre idée et autres, en fait, de se délier de la situation actuelle. Donc, votre premier contact avec le client doit être pour comprendre ce qui ne va pas.
Ce n'est pas pour vendre, c'est comprendre ce qui ne va pas. Et si vous allez vous rendre compte que si vous... excusez-moi. Vous allez vous rendre compte que si vous ne connaissez pas réellement vos clients, eh bien, près de 99% de ce que vous allez développer par la suite seront erronés. La troisième, ou bien la deuxième grande idée qu'on peut développer lorsqu'on se lance dans une démarche de bootstrapping, c'est que il faut donner une réelle, c'est-à-dire une réelle d'acheter votre recette secrète. Il faut, c'est ce qu'on a appelé, c'est-à-dire avoir une réelle proposition de valeur. Qu'est-ce qui fait en sorte que les clients viennent plutôt vers vous et non vers les solutions concurrentielles? Et généralement, lorsqu'on envisage une proposition de valeur, on se réfère toujours à cette idée que les clients ou bien les gens aujourd'hui tendent à être très paresseux. Ils adoptent beaucoup plus les solutions plus faciles et qui les paraissent plus familières et qui correspondent aussi à leurs contraintes, à leur étape. Donc, il faut essayer de voir de ce côté, lorsque vous essayez, vous êtes en train de construire votre proposition de valeur. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, ou bien il faut être un érudit ou bien un super homme pour avoir une belle proposition de valeur. Ça ressort simplement du besoin, du problème que vous avez détecté chez le client, des insatisfactions qu'il a et puis ce qui le retient vers la solution actuelle. Maintenant, il faut trouver aussi un modèle économique ou bien, disons, un modèle de revenu. Un modèle de revenu qui soit vraiment profitable pour votre idée. On a pour le bootstrapping qui veut que vous ayez vous financez votre démarrage avec les revenus des clients. Je vous propose ici 5 modèles de revenus. La mise en relation, c'est le premier modèle de revenu, la mise en relation. C'est-à-dire, vous mettez l'acheteur et le vendeur en relation et puis vous générez une commission. Ici, vous n'avez pas besoin d'acheter un produit avant peut-être de revendre. Non, c'est-à-dire, ça limite les coûts, ça limite considérablement votre cash. Et ça vous permet de générer des revenus assez consistants pour développer votre affaire. Donc, n'hésitez pas à explorer ces modèles-là, ça peut être utile. Le deuxième modèle, c'est le paiement à l'avance. C'est-à-dire, vous essayez de convaincre votre client de vous payer avant d'être servi. Regardez, si vous regardez un peu l'environnement au Cameroun, c'est que la plupart des startups se plaignent des grandes entreprises parce qu'elles payent très tard. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés aussi dans les produits made in Cameroun, qui font de très belles choses, qui ont de très bons produits dans des supermarchés, mais la difficulté, c'est que leurs factures sont toujours payées peut-être 90 jours, 120 jours après la livraison. Vous voyez, même les grandes entreprises, ça ne les laisse pas. Donc, essayez aussi de pratiquer ce modèle. Ça vous mènera rapidement vers des revenus des clients.
Troisièmement, c'est la souscription où des clients acceptent de souscrire à un forfait, je ne sais pas, ça peut être mensuel, annuel ou bien hebdomadaire ou bien journalier. Et puis, vous acceptez maintenant de leur vendre votre service sur une base régulière. Donc, le modèle de souscription. Et l'autre quatrième modèle, c'est ce qu'on a appelé le scarcity model. C'est que vous essayez de créer ce qu'on appelle pénurie dans l'esprit du client. Vous essayez de montrer au client que vous avez un produit, mais c'est en stock limité. Donc, la chose à faire, c'est de se dépêcher rapidement pour venir chercher. Sinon, ils n'auront plus accès. Je vais vous prendre un exemple, c'est que lorsque vous observez le paysage immobilier, qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être les terrains dans les villes sont plus chers? Non seulement parce que oui, l'urbanisation est là, mais c'est que c'est rare. Ce sont des opportunités rares parce que tout le monde dans la ville ne va pas vendre son terrain. Donc, quand vous dénichez une parcelle quelque part, les prix, c'est très énorme parce que c'est peut-être la seule opportunité qu'on aura dans les 2 ans à venir. Ouais, c'est pourquoi les prix sont élevés et les gens vont aussi courir. C'est un peu ce modèle-là. Maintenant, vous avez le 5e modèle qui est Service to Product. Ici, vous essayez de transformer le produit en service. J'ai pris l'exemple tout à l'heure en début de notre présentation de HP. Ce que HP a fait, c'était ce modèle-là. Donc, il vous donne son imprimante. Maintenant, vous payez, puisque vous avez besoin des copies, ou bien des copies des documents que vous payez maintenant ce service de copie. Vous payez ce service de copie. C'est également le modèle que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Philips qui produit des lampes, des ampoules, si on peut dire comme ça, pour un certain nombre d'aéroports. L'aéroport se dit, OK, moi, oui, j'ai besoin d'éclairage. C'est-à-dire, je veux que l'aéroport soit éclairé tout le temps. Alors, on a un contrat avec Philips qui se charge de mettre les ampoules partout dans l'aéroport et aussi d'assurer la maintenance et autres. L'aéroport ne paye que ce service d'éclairage. L'aéroport n'achète pas les ampoules, mais achète plutôt le service d'éclairage. Vous voyez? Donc, ça entre un peu dans ce service. C'est-à-dire vous transformez le produit en un service. Pour ne même pas aller loin, regardez le modèle des agences de location de voitures. À l'heure actuelle, les clients n'achètent pas peut-être la voiture, mais ont besoin de payer, c'est-à-dire ce service, un trajet, peut-être d'acheter un trajet. Je veux me déplacer de Douala pour Yaoundé, je n'ai besoin que de ça. Alors, il y a une voiture qui va assurer ce déplacement-là. Donc, généralement, ce sont des modèles qui émergent et qui peuvent vous amener à financer votre entreprise directement avec les revenus de vos clients, avoir des clients assez consistants pour convaincre des investisseurs, des partenaires et autres de vous rejoindre dans votre affaire. La troisième grande idée, c'est qu'il faut vraiment apprendre ce problème, prendre ce modèle de revenu et l'envelopper dans un bon modèle économique. Dans un bon modèle économique. J'ai mis ici le Lean Canvas, j'ai utilisé ça, mais c'était juste parce que j'ai commencé avec l'idée de problèmes et solutions tout à l'heure là. Mais l'idée qu'on peut retenir ici, c'est d'avoir un bon modèle économique. Vous avez une très belle proposition de valeur, vous savez qui sont vos clients, vous savez ce qu'ils veulent,
Vous avez une très belle architecture de valeur, c'est-à-dire quelles ressources vous pouvez utiliser, comment et quelles sont la chaîne de valeur interne que vous allez pouvoir mobiliser pour apporter de la valeur à vos clients. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que vous générez comme chiffre d'affaires? Est-ce que les deux peuvent, est-ce que en soustrayant les dépenses du chiffre d'affaires généré, vous avez un profit? Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation profit. Et essayons un peu de voir quelques modèles économiques des grandes marques comme Nike. Pour Nike, son modèle économique, c'est quoi? En fait, parce qu'il faut comprendre que le modèle économique n'est pas seulement l'assemblage, c'est-à-dire aller remplir ces 9 canevas, comme on a souvent dit. Le modèle économique obéit à une stratégie bien précise. Regardez l'exemple, les 3 exemples que vous avez en face et vous allez mieux comprendre. C'est que Nike, dans son modèle économique, dit, OK, je vais recruter les meilleurs athlètes du monde. C'est-à-dire ceux qui seront les premiers dans leur discipline, je vais les recruter et ils seront les ambassadeurs de notre marque. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, OK, je vais acheter les grands espaces publicitaires. Ouais, peut-être les stades, les grandes chaînes de télévision et autres pour faire de la publicité et amener les magasins. C'est-à-dire tous ces magasins qui distribuent les articles de sport à proposer leur marque. Maintenant, après avoir fait tout cela, il faut qu'on aille dans les pays qui ont une faible main-d'œuvre pour produire notre marque. Vous voyez, donc il faut produire à moindre coût et vendre cher. Voilà comment on peut résumer le modèle économique de Nike. Ce n'est pas seulement aller citer les 9 canevas pour essayer de les remplir, qui soient de façon déconnectée. Voilà l'idée qui se retrouve derrière votre modèle économique. Et c'est toute une stratégie. Regardez le modèle économique de Portland Spring. C'est une marque d'eau en Europe. C'est de trouver les entreprises locales qui prennent bien soin de leur offrir une source d'eau bien fraîche si elles nous permettent de la remplir. Ça veut dire que, OK, on va vous déposer une machine qui peut fournir de l'eau, qui peut, je ne sais pas, glacer de l'eau ou bien vous apporter de l'eau chaude. Maintenant, on vous laisse cette machine-là à condition que vous acceptez que nous remplaçons les bonbonnes régulièrement. Quand l'eau est finie, nous apportons notre eau. C'est notre eau que vous allez utiliser dans cette machine-là. Ce n'est pas l'eau d'une autre personne, c'est notre eau. Maintenant, il faut gagner de l'argent en remplissant ou bien en vendant ces bonbonnes d'eau potable. Voilà un peu la stratégie qui est derrière le modèle économique de Portland Spring. Pour Microsoft, tel qu'on a vu, c'était de créer un système d'exploitation qui fait fonctionner tous les ordinateurs personnels au monde. Maintenant, puisque c'est notre système qui fait fonctionner tous les ordinateurs, utilisons la puissance qu'on a, que ce système a pour contrôler l'ordinateur, pour créer maintenant des logiciels, des sites web, des services en ligne et même des agences de voyage. C'est-à-dire ne pas limiter notre imagination. Parce qu'on a un système qui opère une machine, forcément, nous avons le pouvoir de connaître tout ce que l'utilisateur veut faire de sa machine. Alors, il faut créer des logiciels qui répondent au fur et à mesure à ces besoins-là. Donc, voilà, j'ai pris ces 3 exemples pour un peu montrer toute la stratégie qu'il y a derrière le modèle économique. Quand on parle de business model, ce n'est pas seulement remplir les 9 canevas. Maintenant, après avoir fait tout cela, il faut mettre en œuvre une très belle stratégie de mise en marché. Il faut savoir
quels seront les canaux d'acquisition, de rétention et de fidélisation des clients? Il faut distinguer chaque canal. Où est-ce qu'on pourra recruter des clients? Où est-ce qu'on pourra retenir des clients? Où est-ce qu'on pourra fidéliser les clients? Parce que parfois, je vais prendre un exemple bête. Si vous lancez peut-être la publicité sur Facebook pour votre produit et que les clients viennent, voilà, Facebook est peut-être votre canal d'acquisition. Mais comment retenir les clients constamment? Peut-être vous allez livrer vers WhatsApp pour discuter avec eux progressivement et peut-être utiliser encore ce même canal pour les fidéliser et autres. Vous voyez, donc il faut distinguer ces trois phases-là pour pouvoir peaufiner votre stratégie. Maintenant, quelle tactique? Parce que sur le marché, il ne suffit pas, peut-être parfois même la publicité n'est pas suffisante. Il faut trouver des personnes qui peuvent, généralement, peut-être on les appelle les influenceurs, il faut trouver des personnes de référence dans le secteur. C'est-à-dire, si je veux lancer telle formation, je sais que telle personne, peut-être, je vais prendre le cas dans le conseil ou bien la compagnie de l'entrepreneuriat. Si je dis peut-être à Roland que j'ai un service, OK, je le prends comme référent en fonction de sa relation qu'il a, cette intime relation qu'il a avec des entrepreneurs. Je peux utiliser comme référent pour dire, OK, je peux travailler avec toi, et puis il me met en contact avec l'ensemble de l'écosystème, ainsi de suite. Ça me permet de me propulser. Donc, il ne faut pas négliger les personnes ressources qui sont dans votre écosystème. Maintenant, il ne suffit pas seulement de faire tout cela et avancer, dire que, OK, on est en plein dans le bootstrapping, mais il y a quelques éléments de mesure. 3 mesures qu'il faut surveiller lorsqu'on est, si je préfère le terme, bootstrapper votre startup. C'est qu'il y a le taux d'acquisition client. Il faut que vous soyez en mesure de mesurer la santé de chaque canal. Est-ce que c'est tel canal d'acquisition qui est bien? Est-ce que c'est la force de vente? Est-ce que c'est Facebook ou bien est-ce que c'est LinkedIn qui est mieux placé pour permettre d'avoir des nouveaux clients? Il faut mesurer. Quel est le taux de conversion par tel canal, pour éviter de dépenser n'importe comment dans l'acquisition client. Il faut maintenant mesurer aussi l'efficience du produit, c'est-à-dire ce qu'on a généralement appelé le product management. Il faut, puisque au départ, vous avez une version limitée de votre produit, quelles sont les fonctionnalités sollicitées? Est-ce que les gens sont prêts à payer un surplus pour le développement de cette fonctionnalité-là? Parce qu'il ne faut pas seulement, lorsqu'on se lance, on a développé on s'est limité à 2 ou 3 fonctionnalités. Quelques temps après, on se met à développer l'autre, à ajouter d'autres fonctionnalités, alors que les clients n'ont même pas demandé, ou bien alors que ça nous générera un surcoût de production, tant qu'on n'arrive pas déjà à rentabiliser ce qui est là. Donc, il faut mesurer l'efficience du produit ou du service. Il faut maintenant aussi mesurer la capacité des clients à créer des clients. Vous avez une idée ou bien un produit sur le marché que oui, ça commence à se vendre bien, mais mesurez également combien de clients sont venus par recommandation de vos clients. Ça, c'est un très bon indicateur pour savoir que vous êtes vraiment en train de développer, vous êtes sur la voie du succès. Maintenant, on ne le dira jamais assez, il faut avoir une très belle équipe. Il faut avoir une équipe qui est convaincue de votre vision. Généralement, on dit l'entrepreneur au départ de son idée a 3 ressources personnelles. L'entrepreneur lui-même, ce que vous savez, qui vous connaissez et ce que vous connaissez.
Donc, en fonction de ce que vous savez, vos connaissances et autres, les personnes de votre réseau, vous pouvez mobiliser ces personnes-là pour développer d'autres personnes. Donc, si Monsieur Bacom, il pourra aussi m'aider à connaître peut-être, je ne sais pas, telle autre personne qui a peut-être besoin de mon service, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous êtes très capital dans le développement de votre entreprise. Et aussi, lorsque vous travaillez sur le terrain et que vous rencontrez des clients, vous êtes le seul à même de décider si on doit changer de stratégie. Est-ce qu'il faut inclure telle fonctionnalité ou pas? Est-ce qu'il faut maintenir ceci? Si vous n'êtes pas sur le terrain et comprendre ce qu'il faut faire, vous allez passer à côté d'une très grande opportunité. Généralement, ne déléguez pas. Vos choix, parce que lorsqu'on se lance, par exemple, il suffit d'aller dire à un ami ou bien à un frère, OK, j'ai une idée, viens, on s'associe, il faut qu'on travaille ensemble et autres. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut aussi comprendre quel est son personal cash burn. Peut-être vous, ça vous va déjà de subvenir à vos besoins et autres, et l'entreprise, ça va mettre peut-être 2 ans, 3 ans avant de générer des bénéfices. Est-ce que si vous pouvez suivre, est-ce que lui, il pourra le faire? Donc, il faut se poser des questions, il faut vraiment faire des choix judicieux. Et également, votre leadership, il faut être capable de maintenir votre équipe sur le cap, maintenir leur motivation, maintenir leur engagement pour que le projet puisse avancer dans de meilleures conditions. OK, on va peut-être sortir avec quelques idées, quelques astuces. C'est que une fois que vous avez des clients, les investisseurs et les banques vous suivront. Parce que et lorsque peut-être ceux qui l'ont déjà fait, ou bien que ce soit de façon personnelle, ou bien de façon professionnelle, lorsque vous arrivez dans la banque, on veut avoir des garanties. C'est-à-dire, la garantie, c'est que si vous ne payez pas, qu'elles sont mobilisées pour rembourser cet emprunt-là. Mais si on remarque que vous avez un portefeuille de clients assez fourni, vous êtes à mesure de rembourser cet emprunt sans problème. Parce que vos clients payent régulièrement, vous n'avez pas de problème. Et c'est pourquoi les banques cherchent ce genre de projet pour financer. On ne se casse pas trop la tête. Même les investisseurs, c'est la même chose. Deuxième chose, c'est que l'argent vous aide à faire plus que ce que vous faites déjà. Pas forcément mieux, mais ça vous aide à faire plus que ce que vous êtes en train de faire. Si vous étiez en train de produire peut-être à chaque mois 2 ou 3 unités, si vous avez un peu plus d'argent, ça vous permettra de passer à 4, 5, 6. Mais pas recommencer à chercher comment vous allez produire ou bien comment vous allez vendre et autres. Voilà pourquoi parfois lorsque vous sollicitez des fonds externes, ça devient un peu plus toxique pour vous. Parce que ce n'était pas mesuré. Et puis, il y a la pression des investisseurs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand on se rend compte que vous tâtonnez régulièrement, on peut vous remplacer à la tête de votre entreprise pour mettre une personne qui va rentabiliser cela.
Et la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas de clients payants, éventuellement, vous n'avez pas de business. Vous aurez peut-être des milliards et des levées des milliards et des milliards. Si vous n'avez pas de clients payants, vous n'avez pas vraiment de business. Vous allez, cette levée de fonds va juste contribuer à vous endetter et puis à vous mener où vous n'aurez jamais souhaité. OK, merci pour votre attention. C'est ce qu'on avait à partager aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions et j'espère que vous avez justement des choses aussi à enrichir pour cette thématique sur le bootstrapping. Donc, merci Abraham. Je vais passer la parole à Malcolm. Déjà, Abraham, nous vous remercions pour la présentation de ce matin. Je ne suis pas sûr qu'il t'écoute. Vas-y, il t'écoute. OK, déjà, merci beaucoup, Abraham, pour la présentation de ce matin. Je pense que les incubés vont se servir de cette présentation pour voir le marché et la vente de leurs produits. Sur ce, je pense qu'il serait important que l'ambassadeur, tant présent, essaie de passer la parole à tous les incubés. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, ou soit des éléments à ajouter par rapport à ce que Abraham vient de partager. Merci pour le plus, Abraham. Est-ce qu'il y a des questions? On commence par Alain. Alain, vas-y avec ta question. Est-ce qu'il y a des questions? On sait comment vous lever. Allez-y avec les questions. Oui. Allez-y. Parlez, va de suite. Bonjour encore, M. Abraham. Je voulais savoir. Merci, bonjour. Il voulait savoir la signification de personal cash burn. La signification du personal cash burn. C'est ça? Attends, on ne t'écoute pas. Attends, je ne sais pas si j'ai touché. Bon, vas-y voir, on t'écoute. Il a dit qu'il voulait savoir la signification du personal cash burn. Oui. C'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai dit le personal cash burn, c'est un ensemble de dépenses personnelles de l'entrepreneur. Par exemple, le loyer que vous allez payer, c'est votre loyer personnel, je dis. Ce n'est pas le loyer de l'entreprise. Parce que le loyer de l'entreprise, c'est dans le venture cash burn. Votre loyer personnel, votre nourriture. Il faut a priori que vous vous nourrissez. Vous avez une famille. Il faut nourrir votre famille, il faut les soigner, il faut les protéger en achetant des vêtements et autres. Voilà ça. Pour vous-même, il faut peut-être assister. J'ai dit, nous sommes en Afrique. Il faut assister à des deuils, des funérailles. Tel oncle est malade. Il faut apporter sa participation. Si vous avez peut-être une femme, il faut assister la belle famille. Il faut... Tout ça, c'est un ensemble de dépenses personnelles qui ont un impact significatif sur votre entreprise. Parce que généralement, si vous n'avez pas mangé, peut-être depuis 2 jours, bien si votre enfant est à l'hôpital, vous n'allez pas prendre l'argent peut-être qui aurait servi à lancer de la publicité sur Facebook, par exemple,
et continuer avec votre publicité sans amener votre fils à l'hôpital. Donc, le personal cash burn, c'est un ensemble de dépenses personnelles que auquel l'entrepreneur doit faire face chaque mois pour sa propre suivi. Généralement, je vais prendre un exemple. Il y a ceux qui lèvent des fonds. Ça, je ne vous le cache pas. J'ai un entrepreneur, comme je suis mentor dans le programme Tony et Lumenu. J'ai un entrepreneur au Togo. Il a eu les 5 000 $. Tout ce qu'on se disait en ligne, il me décrivait comment il avait mis en place son entreprise, il avait fait des investissements et autres, j'appréciais. Mais sauf qu'il ne savait pas que je devais me retrouver un de ces 4 matins au Togo. Quand je suis arrivé, c'était la première personne à appeler. J'ai dit, OK, je veux voir ton entreprise. Imaginez quoi? Il est allé me montrer sa maison neuve, bien construite, bien équipée et autres. Et de surcroît, ce n'était pas le siège de l'entreprise. Il me disait, il avait entreposé quelques produits là dans une des chambres pour me dire que c'était prêt à la distribution. Mais ce n'était ni l'entreprise, ni le magasin, ni quoi que ce soit. L'entreprise n'existait pas. Il se débrouillait à faire quelques produits. Vous voyez, parce qu'au départ, pour lui, c'était avoir une maison. Il avait ce besoin de se protéger. Il a privilégié satisfaire son personal cash burn que le venture cash burn. Vous voyez, ce sont ces exemples-là. Il y a ceux qui prennent de l'argent pour aller se marier, pour acheter une voiture. Tout ça, ce sont des dépenses personnelles de l'entrepreneur. Il veut, n'est-ce pas, satisfaire ses besoins et ça engendre ces dépenses-là. Donc, lorsque vous lancez votre entreprise, il faut tenir compte de cela. Il faut budgétiser, savoir si vous avez des ressources pour les couvrir, de peur d'empiéter la bonne marche de votre business. OK. Merci, Abraham. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Joseph. Janvier. Bonjour Abraham et merci pour le partage sur le concept de... J'ai suivi les cas de bootstrappers qui étaient présentés. J'ai constaté que tous ces bootstrappers étaient dans la fabrication des équipements. Alors, je voulais savoir s'il y a aussi des cas de bootstrappers peut-être appliqués au Camerounais, puisque c'était beaucoup plus les Américains. Et les produits que peut-être nous on fait ici, que c'était en fait qui ont marché. Parce que, à la limite, je me suis demandé s'il ne faut pas être peut-être pour aller négocier une vente avant d'avoir le marché revenu. Il y a un risque comme et si on vend de produits, c'est rend compte que les machines, alors que le supermarché a commandé pour la quantité, qui gère ça comment? Donc, je voudrais un peu avoir un peu plus de détails sur en fait, aussi lié, parce que vous avez dit que la levée des fonds aussi n'est pas efficace comme dans le cadre du bootstrapping. Est-ce qu'il y a des risques aussi dans le management d'une entreprise qui a comme forme de revenu ou comme forme de succès, quoi, passer par le bootstrapping? Merci. OK, merci bien pour cette très belle question. Au Cameroun, oui. Bon, je ne sais pas, parce que ça serait un peu trahir le secret professionnel pour vous donner exactement le nom du projet sur lequel on a travaillé ces derniers temps. Mais imaginez un secteur à, comment on appelle ça, à intensité capitalistique énorme. C'est-à-dire un business qui demande beaucoup d'investissement avant de démarrer, comme l'immobilier.
on a travaillé avec une jeune entreprise qui est en train déjà de faire quelque chose de bien. C'est que l'entreprise a réussi à faire payer les clients avant de construire votre bien. Il vous propose un terrain, un logement avec tout le matériel qu'il faut pour bâtir votre immeuble, et ainsi de suite. Et puis, lorsque vous souscrivez, il utilise cet argent pour construire votre maison et puis vous aménagez bien après. La première phase, c'est-à-dire la phase pilote de ce projet, c'était qu'il a convaincu un certain nombre de clients à acheter des terrains. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas trouver un terrain déjà disponible à un très bon prix. Il a dit, OK, si vous souscrivez à une parcelle de terrain, peut-être c'est vous versez 10 000 par mois. Au bout d'un an ou de 2 ans, vous aurez une parcelle de terrain qui coûte tant. Au départ, il n'avait pas de terrain. C'est après 1 an qu'il a collecté l'argent des personnes qui étaient convaincues pour son projet et est allé négocier un terrain quelque part. Et il a eu le terrain très moins cher qu'il a vendu à ses abonnés. Donc, cette méthode a marché pour lui. Les personnes qui avaient souscrit ont eu leur terrain et il est passé à la deuxième étape maintenant sur le même principe. Vous donnez votre argent ici de suite et puis on viendra vous construire. Donc, ça a déjà marché et puis ce n'est pas seulement pour des entreprises ailleurs. Mais comme je le disais, la première des choses, c'est de vraiment trouver un problème qui soit pertinent pour le client. De donner une raison suffisante pour acheter votre produit. Comme tu as pris l'exemple des supermarchés et autres, si vous avez réellement une raison qui donne à ce qu'on ne peut s'en passer de votre produit, le supermarché ne vous abandonnera pas. Aussi, j'ai dit, il faut avoir une équipe. Que ce soit peut-être pour le bootstrapping ou bien pour les levées de fonds, ça marche parce qu'il faut une équipe. Si vous n'avez pas une équipe dédiée à ce projet, vous courez à l'échec. Vous allez voir que généralement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a levée de fonds? L'entrepreneur développe bien son entreprise et puis à un certain moment, il est limité aux capacités entrepreneuriales. Il n'a plus cette force de management. Il est remplacé. Donc, il est important d'avoir la compétence. Et le développement de l'entreprise, surtout dans le contexte de levée de fonds, c'est qu'on est dans une logique d'avoir des bénéfices. Et on met la personne qui est apte à nous assurer ces bénéfices-là, peu importe. Que vous soyez fondateur ou pas, on vous dégage et on met une autre personne. Donc, la compétence est vraiment indispensable. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en totalité à ta question, bon, parce qu'elle regroupait aussi plusieurs autres. J'ai sûrement oublié, mais si ce n'est pas fait, il faut rappeler et puis on reviendra. Ou bien peut-être Roland aussi, il a eu l'expérience et il peut aussi partager.
Ok, merci Abraham. Donc, je pense qu'il a répondu à sa question à travers un exemple factuel. Donc, au vu de mon expérience, ce que je dirais, c'est que j'avoue que j'ai été surpris par cette question. La surprise, c'est beaucoup plus du fait de mon expérience, parce que ce que tu as expliqué là, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, qu'il y a des gens qui ne le sachent pas, bon, ça arrive, il faut bien commencer par quelque part. Et ce modèle ne marche pas toujours. On a eu, moi je cite les contemporains, on a eu SICC, Ayasa, je crois, ils avaient les bois pour la prison, ils ont mis en place un projet de développement. Ils ont levé 7 milliards, le projet n'a jamais marché en près de 10 ans. C'est la dame qui devait construire le marché Congo. Finalement, on lui a arraché le marché du marché Congo, près de 10 ans après, pour donner à Neo Industries. Et depuis 2-3 ans, Neo Industries est en train de construire le marché Congo. Donc, au marché Congo, on aura 3000 boutiques avec une autonomie énergétique. Il y a une dame qui vient des États-Unis. Elle a vendu les terrains en avance. Les gens ont acheté. Elle n'a jamais pu rien livrer. Il se dit, c'est derrière le modèle, elle a pris l'argent pour aller jouer en bourse. Elle a pris l'argent pour aller spéculer. Et au moment d'honorer à certaines charges, elle n'était pas forcément, théoriquement, elle n'avait pas forcément les moyens pour pouvoir honorer à ses engagements. Relance-moi. Peut-être c'est là-bas que je regarde. Permettez voir. Donc, il faut également une certaine honnêteté dans ce qu'on fait. Si vous vous donnez des objectifs à atteindre, il faut faire un effort de travailler à l'atteinte de cet objectif-là. Le bootstrapping, ce qu'on peut aussi dire, c'est que ça nécessite de la patience. Ce n'est pas que du jour au lendemain, ça peut se faire. Mais on dit généralement avec l'idée du bootstrapping que si tu n'es pas parvenu à faire avec le peu de ressources que tu avais, ce n'est pas avec des milliards que tu pourras faire plus. Parce que l'idée est que tu essaies de faire avec le peu de ressources que tu as, on essaie de voir ce que tu as été capable de faire avant de demander plus. Parce que dans la logique des investisseurs, c'est t'aider à passer de 5 à 10 clients. On voit beaucoup plus cette logique-là. Est-ce que en mettant ces fonds-ci, tu avais l'habitude de générer 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que tu pourras passer à 2 millions, voire 3 millions, voire 4 ou 5, ainsi de suite? Si tu continues dans cette même lancée sans peut-être privilégier tes ambitions très personnelles, tu pourras réussir. Parce que quoi? La levée de fonds devient parfois toxique dans le cas où le financement était surdimensionné. C'est-à-dire ça a excédé les besoins de l'entreprise au centuple. Et lorsque ça excède les besoins, l'entrepreneur est à mesure de financer n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait telle chose qui se présente, oui, il faut acheter. L'entreprise, dans le business plan, peut-être, on n'avait même pas prévu acheter la voiture pour le DG et autres, mais puisqu'on a assez d'argent, on se met à acheter sans pouvoir mesurer les conséquences de cet achat sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, vous voyez que parfois, ça devient surdimensionné. Ça endette énormément, alors que les revenus à générer ne pourront pas couvrir, ou du moins sur l'échéance annoncée. Et parfois, l'entrepreneur va se retrouver avec tellement de dettes qu'il peut-être il va se suicider. Ça arrive généralement. Bon. Donc, il faut, dans tout ce qu'on fait, il faut de la mesure.
OK. Merci Abraham. Je pense que tout à l'heure, j'ai fait une contribution et mon micro était coupé. Ce n'est pas forcément la peine d'y revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il manque à peine 9 minutes ou 12 heures. Ça sera la fin. Donc, on va prendre la fameuse question de Alain. C'est très bien. Bonjour, M. Abraham. Merci pour l'exposé. Moi, je crois que c'est venu encore enrichir tout ce que nous avons fait pendant cette incubation. Donc, je voudrais savoir si on pourra avoir le document de la présentation. Et ma question, en fait, je ne sais pas si je suis en train de comprendre. Est-ce qu'on peut considérer dans une approche plus efficace la levée de fonds comme étant un prolongement du bootstrapping? Ça veut dire qu'on fait le bootstrapping et peut-être la levée de fonds, c'est après. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puisque les investisseurs ont besoin de voir qu'il y a déjà les clients, on est déjà en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas commencer avec le bootstrapping pour terminer avec une levée de fonds? Bon, je veux savoir. Oui, justement, vous aurez cette présentation, je vous le promets. Deuxièmement, c'est que si vous avez bien suivi mon cheminement, c'est que l'idée fondamentale, c'est assurez-vous que vous avez un business qui marche avant de prendre plus de risques. C'est-à-dire, avant d'aller chercher des fonds, puisque les fonds que vous allez chercher, c'est une dette, vous allez les rembourser. Bon, à moins que ce ne soit peut-être des subventions, des trucs qu'on vous donne gratuitement pour développer votre entreprise et autres. Mais quand on parle de levée de fonds, c'est généralement les fonds qu'on doit rembourser qui doivent générer des intérêts ou bien des dividendes. Avant d'aller les chercher, assurez-vous que vous avez un business qui fonctionne. Et quel est le moyen d'assurer que vous avez un business qui fonctionne? C'est que vous avez des clients qui payent, qui commandent régulièrement. Donc, après le bootstrapping, vous pouvez lever naturellement des fonds. Et même dans le principe du management, les financiers vous diront, il y a un certain moment où on essaie de calculer le coût du capital. C'est-à-dire, on essaie d'estimer combien nous coûtent nos ressources internes par rapport à un emprunt. Les financiers ont l'habitude de calculer ça, même pour les entreprises qui ont c'est-à-dire qui sont autosuffisants, qui ont une ressource de trésorerie abondante. Ils se demandent toujours si ce n'est pas mieux de financer par nos propres ressources ou bien par un emprunt. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que même si vous avez, ça je dis dans le sens où vous avez déjà démarré votre entreprise, vous avez suffisamment de trésorerie. Il y a certaines entreprises qui se disent, OK, tiens, nos ressources nous coûtent cher. Même si nous avons des excédents de trésorerie, on va les placer. Et puis procéder à un emprunt. Parce que l'emprunt coûte moins cher que les ressources internes. Donc, il y a tellement de calculs financiers qui peuvent nous aider à déterminer le coût du capital et puis le coût des ressources externes. Donc, il y a des techniques de management. Je veux dire, oui, la levée de fonds est un complément ça vient après le bootstrapping parce que le bootstrapping vous permet d'avoir une certaine crédibilité aux yeux
de vos partenaires, aux yeux de vos investisseurs. Et la levée de fonds maintenant permettra de faire plus que ce que vous êtes en train de faire actuellement avec avec vos propres ressources. Donc, je ne suis pas en train de développer le bootstrapping pour interdire la levée de fonds, mais c'est pour aviser les entrepreneurs qui essaient de lever précocement les fonds. Voilà l'idée. C'est de vous éviter de lever précocement des fonds. OK. Merci, Abraham. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Bordeaux n'est pas là. Donc, Abraham, je pense qu'on va te remercier. La question a été enregistrée. Le lien sera partagé pour tout le monde. Donc, nous te remercions et puis on va encore te faire un applaudissement. Merci bien, merci bien. OK, Abraham, porte-toi bien et à tout à l'heure. D'accord, le plaisir est partagé. C'était une très grande expérience. Et merci aussi pour les questions qui permettent d'enrichir, de creuser davantage pour enrichir nos connaissances. D'accord. Donc, je vais partager